La plupart des étrangers ignorent à quel point les régions du Brésil sont contrastées. Les Brésiliens du Nord-Est se sentent très différents des Brésiliens des métropoles, comme Rio de Janeiro ou Sao Paulo. S'il y a un État qui caractérise bien le Nord-Est, c'est le Ceará. L'intérieur de l'État du Ceará se nomme le Sertão. C'est une région aride, couverte sur des milliers de kilomètres carrés d'une végétation broussailleuse comme ici. Mais la géographie du Ceará est bien plus riche que cela, avec des montagnes, une forêt tropicale et des kilomètres de littoral. La visite du Ceará commence presque toujours par celle de son immense capitale, Fortaleza. Ancienne ville coloniale, Fortaleza est aujourd'hui une métropole en pleine évolution. Son maire est conscient des défis considérables qui attendent cette zone urbaine émergente. Fortaleza est actuellement la ville qui se développe le plus rapidement au Brésil. C'est un défi en soi. La ville a accueilli beaucoup de migrants venus de l'intérieur et des zones rurales, surtout à cause de la sécheresse. Le Ceará connaît périodiquement de graves sécheresses. Cela a fait de Fortaleza la 5e plus grande ville du pays. C'est une ville attirante par sa situation au bord de l'océan et ses 33 km de plage. Mais il y a de fortes inégalités. Le défi majeur, surtout quand on gère cette ville, consiste à trouver comment réduire les inégalités sociales. D'ailleurs, nous sommes connus pour notre sens de l'hospitalité. C'est une des caractéristiques des natifs de Fortaleza. Des Fortalezenses, comme on dit ici. Nous avons aussi le plus grand parc écologique en zone urbaine de tout le pays. C'est encore un trait distinctif. Mon ami Ricardo Bezerra est né à Fortaleza. Il est spécialiste d'urbanisme. On n'imaginerait jamais l'existence de cette place quand on voit la ligne d'horizon de la ville. Elle est bien plus ancienne. Oui, elle est comme cachée dans le centre-ville aujourd'hui. Mais elle a connu toutes sortes de rénovations. C'est un des lieux les plus importants de l'histoire de la ville. Le Ceará s'est développé d'une autre manière que les autres États du Nord-Est. La dynamique est venue de l'intérieur, avec l'élevage du bétail. Donc Fortaleza n'est pas une ville très ancienne. Elle a commencé à prendre de l'importance au début du 19e siècle. En fait, elle a profité de la guerre civile aux États-Unis, qui a fragilisé la production de coton. Comme on cultivait beaucoup le coton dans la région, la ville s'est enrichie. La forteresse que nous voyons d'ici a été construite par les Portugais. Bien que Fortaleza soit née en réalité sur une colline, située à 5 ou 6 km d'ici, c'est à cet endroit que les Portugais ont fondé la ville. Au sud, à Bahia ou à Rio, l'économie était basée sur la canne à sucre et le cacao, et le café aussi. 3 produits qui commencent par C. Ici, vous aviez 3 produits différents. Vous aviez le bétail, le coton Et la carnaúba. la cire. Oui. Alors c'est quoi ce bâtiment? C'est joli? C'est une ancienne prison. On entre dans une prison. Pourvu qu'on en ressorte. Maintenant, c'est un centre d'art et d'artisanat, un marché. C'est drôle parce que c'était une prison, mais toutes ces courbes en fer forgé ont un côté poétique. Ce marché joue un rôle économique très important.
Il fait vivre des centaines de personnes. Et il attire du monde dans le centre-ville. Il fait venir des touristes. Cette sorte de dentelle est une spécialité de la région de Fortaleza. On en voit partout. C'est vraiment un produit typique. Voilà peut-être ce que je devrais rapporter à ma femme. Ici, nous avons des objets dont tout le monde connaît l'usage au Brésil et qui sont inconnus dans mon pays. Ce sont des crochets à hamac. Chaque maison au Brésil en est équipée. Et il y en a de toutes sortes. Ça, c'est un plat typique, populaire. Traditionnel. Ça s'appelle queijo di coalho. C'est une sorte de fromage fait maison. Exactement. Et il est grillé? Oui, il est grillé. C'est bon. Je crois que le Ceará me plaît beaucoup. Depuis le centre-ville et ses délicieux amuse-bouches, nous ne sommes qu'à 20 minutes de la plage et de ses restaurants. Cette plage s'appelle la plage du futur. C'est un endroit qui vaut le détour. Voici le plus grand restaurant de crabes de toute la région de Fortaleza. Il y a des règles d'hygiène et j'espère que cette Charlotte me va bien. La propreté reflète la netteté de l'âme. Maintenant, allons voir les crabes. Nous cuisinons le crabe en 2 temps. D'abord, nous le faisons cuire dans de l'eau salée. Puis nous préparons la sauce qui va l'accompagner. C'est une sauce à base de lait de coco. Voici le crabe assaisonné. Tout cela a cuit dans le lait de coco. L'arôme qui s'en dégage me donne envie de boire la marmite entière. C'est un supplice de sentir toutes ces odeurs délicieuses. Ça, c'est un autre plat qui a beaucoup de succès ici. Le riz frit aux crevettes. C'est très bon. On peut voir les crevettes et je sens l'odeur de l'ail. La spécialité de ce restaurant est le crabe. Mais le patron vient de me dire qu'on va me servir tout ça à l'extérieur. Et il n'y a pas que du crabe. Oh là là, je vais déjeuner pratiquement au bord de l'eau. Ça, c'est du poisson. Et ça, de la carne du sol. De la viande séchée au soleil. Avec du manioc. Avec une purée de manioc doux. C'est facile de se servir. Il suffit de persévérer. Des crevettes, mon Dieu. Du poisson à la banane nappé d'une sauce au fromage. Ça, c'est le riz aux crevettes que j'ai vu en cuisine. Il n'y a rien de tel pour faire prendre du poids à des maigrichons comme moi. Je n'ai pas encore goûté la pieuvre. J'adore la bière au Brésil. C'est une boisson très conviviale. On ne boit pas seul, on boit avec des amis. Et la bière est toujours fraîche. Toujours fraîche. T'es un génie. Merci. Ça mérite un autre toast. À la côte brésilienne. D'ici, je peux voir les vagues qui sont 80 mètres plus bas. Et c'est parfait. La plage et sa nourriture somptueuse contrastent avec la réalité de la majeure partie du Ceará. La différence saute aux yeux dès qu'on laisse derrière soi l'agitation urbaine. Voici une maison traditionnelle construite du temps où il n'y avait pas l'électricité. Le toit descend assez bas pour protéger la maison du soleil. C'est bien pensé. À l'intérieur, le sol est dallé. Ces pavés doivent être faits avec la même argile que les tuiles. Une immense pièce que les fenêtres agrandissent encore. L'air circule en permanence. L'océan n'est qu'à quelques kilomètres. Et les hamacs sont solides. Si vous avez envie de faire une sieste, vous accrochez votre hamac. Le soir, c'est pareil, puis vous le décrochez et libérez l'espace.
Mon ami Ricardo m'a parlé d'un homme qui utilise les céramiques qu'on fabrique traditionnellement ici pour faire des instruments de musique. C'est une harpe. Elle est accordée selon la gamme naturelle. Il faut avoir du talent pour réussir à en jouer. La base est une partie d'un arbre de transmission ou d'un différentiel. Il recycle toutes sortes de matériaux. Nous sommes à Moita Redonda. C'est une région où on produit beaucoup de céramique. Cet art nous vient des Indiens. Il s'est transmis de génération en génération depuis si longtemps qu'il est difficile de dire où et quand il est né. On a toujours utilisé la terre cuite pour fabriquer des ustensiles. Fabriquer des sifflets en terre se fait depuis très longtemps. Mais faire toutes sortes d'instruments ainsi, c'est très nouveau. Mon travail avec les potiers et avec l'orchestre d'argile s'est fait tout naturellement. J'ai commencé à fabriquer des instruments avec les matériaux que j'avais, et parmi ceux-ci, il y avait la céramique. C'est comme jouer du piano. Ça, c'est un violoncelle en terre. Le son est très proche de celui du violoncelle. C'est la fête des pères dans une tapiocaria, un restaurant spécialisé dans le tapioca, un aliment très populaire dans le Nord-Est. Les Nord-Estins qui viennent aux États-Unis sont désolés de ne pas en trouver là-bas. Ici, on le trouve sous toutes les formes possibles. Il faut se souvenir que le tapioca, produit à partir du manioc, nous vient des Indiens, des premiers habitants du Brésil. Aux États-Unis, le tapioca est réservé au pudding. Ici, non. C'est une denrée de base. Et c'est bon. Minha gente, eu sou feliz, acabei de confirmar. Essa loura é atriz, presente nesse lugar. E eu continuo agora cantando com o meu tango. Esse aqui é americano, também tá se a lamentar. E a gente na viola sempre diz, faz o que pensa. E eu digo pra imprensa, como é bom apreciar. Pra mostrar essa cultura do outro lado de lá. Nous n'avons vu qu'une infime partie du Ceará. Je me dirige à présent vers la principale chaîne de montagnes de l'État, à l'ouest. La route est longue et je ferai plusieurs haltes en chemin. Caetanos est à quelques heures de route au nord-ouest de Fortaleza. C'est un village de pêcheurs qui compte une soixantaine de familles. Ici, on pratique la pêche depuis une éternité. Mais ces dernières décennies, le poisson s'est raréfié. Alors que faire lorsque la pêche est la seule ressource économique d'un village? La première étape est d'installer un centre communautaire. Un des projets les plus importants en tout lieu, mais particulièrement ici à Caetanos, est l'éducation des enfants. Cette école est le fruit d'un projet global qui prend de l'ampleur. On essaie d'apporter le maximum pour assurer l'instruction des enfants. Et c'est aussi devenu un petit centre communautaire qui accueille les adultes. Ces sacs sont pleins de chutes de tissus inutilisables en magasin. Les femmes en font des accessoires et des couvre-lits décoratifs. Au Brésil, on appelle ces créations fuxico, ce qui signifie aussi potin. Quand les femmes sont à l'ouvrage, elles en profitent pour échanger les derniers potins du voisinage. L'école est aussi un centre communautaire. Et ici, c'est le cinéma de Caetanos. Il n'y a pas à payer d'entrée pour assister au film. Nous sommes sur la route un lundi matin.
Ce soir à Fortaleza, la fête battra son plein dans l'une des discothèques les plus célèbres et les plus folles du Brésil. Son propriétaire est sensible au sort des pêcheurs et soutient la communauté de Caetanos. La soirée du Pirata est devenue le lundi soir le plus fou du monde. Elle commence par le Foro Pejicera, le plus ancien foro du Brésil, avec un groupe qui se produit depuis 40 ans et interprète des danses traditionnelles du Nord-Est. Quand on a autant de succès et qu'on gagne de l'argent, il est impensable de ne rien faire pour les autres. Le but de la fondation est de partager nos moyens et nos savoir-faire. Nous nous occupons surtout des enfants. Notre campagne d'alphabétisation est reconnue par le gouvernement fédéral. Nous avons la plus grande bibliothèque de la région. Nous avons aussi un atelier de couture. Ça permet aux mères qui accompagnent leurs enfants de confectionner, entre autres, de la dentelle. Le Ceará est le pays de la dentelle. L'idée, c'est de créer un espace pour toute la famille. Je suis sur une plage de dunes protégée à 2 ou 3 kilomètres de Caetanos. Le vent souffle fort. C'est presque toujours le cas ici. Cette partie du Ceará est l'un des meilleurs endroits pour pratiquer le parapente ou le kitesurf. C'est la capitale mondiale du kitesurf. Le vent est toujours au rendez-vous. Ici, c'est le Hawaï du kitesurf. Ce qu'Hawaï est au surf, cette région l'est au kitesurf. Le littoral du Ceará offre en général les meilleures conditions possibles. Le plus agréable, c'est le contact avec l'eau et la nature. Ce que je préfère, c'est faire des sauts de 30-40 mètres. Il n'y a pas de limite. Ma seule limite, c'est le ciel. Le vent est très constant. Il est en moyenne de 20 ou 25 nœuds, du matin jusqu'à 6 heures du soir. Donc il y a du vent toute la journée. À 3 heures de route vers l'ouest se trouve un site très apprécié des voyageurs aventureux et fortunés, surtout brésiliens. Il est à présent connu dans le monde entier. Les plus belles plages du Ceará se trouvent, je crois, dans le parc naturel de Jericoacoara. C'est un endroit coupé du monde. La route est longue pour y accéder et difficile. La plupart des gens s'y rendent en véhicule tout-terrain, mais il faut être conduit par un guide. Le site est au milieu des dunes. Derrière celle-ci, il y a des lagons d'eau douce. La mer est plus cristalline que partout ailleurs au Brésil. Et pourtant, il y en a des plages au Brésil. Et personnellement, je n'y suis encore jamais allé. Beaucoup de gens viennent faire de l'équitation le long du rivage. L'activité la plus universelle est de grimper en haut des dunes pour contempler le coucher du soleil. Il y a foule. Il y a 20 ans, Jericoacoara attirait surtout des Brésiliens qui venaient profiter de la tranquillité et de la solitude du lieu. Il y a toujours eu beaucoup à faire ici dans la journée. Mais désormais, la nuit aussi, l'ancien village de pêcheurs s'anime. Une des bonnes raisons pour venir à Jericoacoara, c'est que c'est l'un des rares endroits où on peut voir des hippocampes, ces êtres étranges qui changent de couleur selon la plante à laquelle ils s'accrochent ou le fond sur lequel ils se trouvent. Le rare du camouflage les rend difficiles à apercevoir, sauf pour l'œil exercé d'un pêcheur. Moi, je n'ai jamais vu d'hippocampe sauvage. Les mâles portent les œufs fécondés dans une poche ventrale. Ce sont eux qui sont chargés de l'incubation et du développement des larves. Les rôles entre les sexes sont comme inversés. C'est une merveille de l'évolution. Nous quittons les gracieux hippocampes et gagnons les dunes sauvages. Apparemment, on ne peut pas traverser l'estuaire. Je ne suis jamais monté sur un bac en buggy. Mais c'est comme ça qu'on se rend de l'autre côté ici. Ça fournit du travail à la population locale. Et c'est très bien.
Ce paysage est étrange. C'est une forêt de mangroves qui est morte. Le front des mangroves avance et recule. Mais on dirait qu'ici, la dune a tout envahi et a étouffé la végétation. Les palétuviers poussent les pieds dans l'eau. Eh bien voilà, c'est la vie. Les dunes vont se déplacer et nous n'y pouvons pas grand-chose. Dans cette zone, il y a une cinquantaine d'années, il y avait un village de 150 familles. Le sable a tout recouvert. Le vent souffle dans cette direction, la dune a avancé et le village a peu à peu été englouti. Ici, nous voyons des restes de ce village de pêcheurs. Ce qui a été laissé sur place a été enseveli. Ici, il y avait 150 maisons. J'ai été baptisée dans l'église qui a été détruite par le sable et ensevelie sous la dune. C'est la colline que vous voyez là-bas. Sur cette photo, il ne restait déjà plus que les murs de l'église. Le toit s'était effondré. Avant, les bateaux entraient dans ce bras de mer et jetaient l'ancre en face. Mais ça s'est ensablé. Le dernier bateau qui est venu est resté coincé. Il a été recouvert par la dune. Les anciens disent qu'elle a plus de 100 ans et qu'il y a un navire dessous. C'est une dune hantée. Surfer sur les dunes est très apprécié par certains et ça peut être très amusant, j'en suis témoin. Le problème est qu'il faut remonter la pente et ça, ce n'est pas rien. Cette dune est immense. C'est une barkhane, c'est-à-dire qu'elle a la forme d'un croissant de lune. Le vent continue à la déplacer. Elle va peu à peu engloutir tout ce qui est sur son passage. C'est ça les dunes. J'aime les bords de mer, mais la montagne m'attire encore plus. Surtout quand elle est couverte de forêts tropicales, qu'elle produit des fruits et légumes à foison et qu'elle porte un nom indien comme Guaraciaba. Le cycle économique actuel de Guaraciaba do Norte a débuté dans les années 1970, quand un Nord-Américain, Timothy Finan, est arrivé dans notre région. À l'époque, on ne cultivait ici que 3 produits, la canne à sucre, le manioc et la banane. La population vivait de ces 3 produits. Timothy a commencé à implanter dans la région la culture industrielle de la tomate. Il a aussi introduit la carotte, la laitue et beaucoup d'autres légumes. Grâce aux conditions climatiques, aux températures plus fraîches en altitude, ces légumes ont très bien poussé. Et Guaraciaba s'est mise à exporter à la fois sa technique de plantation et ses produits dans les États voisins du Piauí, du Maranhão et dans la région de Fortaleza. Aujourd'hui, Guaraciaba do Norte continue à exporter ses produits. Nous sommes devenus une référence dans la région, où nous sommes les plus grands producteurs de légumes cultivés sans pesticides. La culture de la tomate a évolué. Elle a généré une forte croissance économique. Et beaucoup d'enfants de cette terre, comme moi, se sont lancés dans un projet de reforestation. C'est une façon de compenser le déboisement effectué pour la plantation de tomates. Cette forêt a été replantée. Il pleut suffisamment pour que la végétation repousse assez vite. Il doit faire 10 degrés de moins que sur le parc de stationnement, où il fait très chaud. Ici, il fait frais. La terre est humide, alors qu'elle est poussiéreuse là-bas. C'est un service gratuit que nous rend la forêt. Nous avons replanté cette zone il y a 15 ans. Vous voyez toute cette eau? Eh bien, il y a 10 ans, il n'y en avait pas une goutte ici. L'eau a recommencé à ruisseler grâce à la reconstitution de la forêt primaire. Donc il suffit de donner un petit coup de pouce à la nature et de la laisser faire le reste. Ici, dans les montagnes, à l'extrémité ouest du Ceará, le climat est doux, l'air est frais et il pleut suffisamment.
À Fortaleza, sur la côte et ailleurs sur le littoral, le climat est aussi agréable. Mais entre les deux s'étend sur plus de 300 km de large le Sertão, où la sécheresse peut durer des années, où on peut attendre la pluie pendant plus d'1 an. Cette plaine brûlante, à 700 mètres en dessous de nous, représente un défi majeur pour les urbanistes. Il est temps de nous retrouver tous ensemble et de faire vibrer le village au son de nos instruments en terre.